Eh bien, bonjour. Je vais donc continuer la lecture de Jacques le Croquant. Mascret trouva la tête de Tayotte à moitié mangée par les fourmis. On crut que le chien, n'ayant pas retraité avec les autres, avait été attrapé la nuit par les loups. J'étais content. J'ai dit, pourtant quelque chose me fâchait. C'était que le comte ne sut pas que j'avais fait ce coup. Un beau jour, pensais-je, je le lui dirais bien. Mais pour le moment, c'était trop dangereux. La mort de mon père ne l'avait pas saoulé, d'ailleurs, et il cherchait encore à nous faire du mal, à nous autres. Pour nous faire quitter le pays et nous ôter le pain de la main, il voulut d'abord acheter la tuyère où nous demeurions. Mais l'homme à qui elle appartenait, qui ne l'aimait guère, comme tout le monde dans le pays, du reste, refusa de la lui vendre. N'ayant pas réussi de ce côté, il imagina de faire revenir le fils de chez Tapi, là où travaillait ma mère, lequel avait assez de vaches enragées du régiment, quoiqu'il se fût enrôlé volontairement. Le comte agit si bien qu'il lui fit avoir son congé, je ne sais sous quel prétexte, mais en ce temps-là, les nobles, comme lui, faisaient tout ce qu'ils voulaient. Voilà donc ma mère, encore une fois, chômant, et à se demander d'où elle tirerait le pain. Juste en un instant, à cet instant, comme pour répondre à la méchanceté du comte, un autre de ses chiens se prend encore un saiton. Mais cette fois, on le trouva. Et Mascret dit, si Martissou n'était pas mort aux galères, je jurerais que c'est lui qui a fait et posé ce collet. Mais ça n'alla pas plus loin pour le moment. On crut que le chien s'était pris à un saiton tendu pour le lièvre, comme ça arrive quelquefois. Pourtant, une quinzaine de jours après, Mascret, qui avait son idée, me trouvant dans la forêt, tira le lacet de son carnier et me dit « Connais-tu cela ?» La colère de toutes les canailleries du comte me monta d'un coup. « Oui, bien, dis-je. C'est moi qui l'ai posé. » Ah, foutu méchant garnement, je vais te corriger. Mais, me jetant en arrière, j'ouvris mon couteau en même temps, prêt à le planter dans le ventre du garde. Avance, si tu n'es pas un capon. Lorsque Mascret me vit ainsi, les sourcils foncés, les yeux flamboyants, la bouche grinçante, montrant les dents comme un jeune loup qui va mordre, il eut peur et s'en alla après force menaces. Cependant, l'hiver était là, les pinsons se rassemblaient par troupes, les mésanges quittaient les bois pour les jardins, les grives descendaient dans les prés, et les rouges-gorges venaient autour des maisons. C'est l'époque où l'on balaye la feuille dans les châtaigniers, où l'on cure les rigoles des prés, où l'on ramasse le gland et autres broutilles comme ça, toutes choses que les gens font en s'amusant. Il n'y a pas d'ouvrage pour les journaliers en ce temps-là. Voyant donc qu'elle n'aurait pas de travail autrement, ma mère, qui était bonne filandière, chercha du chanvre à filer d'un côté et d'autre, et en trouva quelque peu. Elle se mettait une châtaigne sèche, tout crue dans la bouche, pour faire de la salive, et filait ainsi, du matin au soir, gagnant à peu près 3 sous par jour. Il n'y avait pas pour manger à notre aise du pain. Heureusement, l'homme à qui était la tuyère nous avait donné des châtaignes
à ramasser à moitié, de manière que nous en avions la valeur de 2 sacs sur de la fougère dans le fond de la cassine, ce qui nous assurait de ne pas mourir de faim cet hiver. Quant au bois, il ne nous manquait pas, nous en avions amassé un grand pilot pour la mauvaise saison sous un bout de hangar qui tenait encore un peu. Ce fut bien à propos quand vint la neige et qu'il fallut rester des journées entières au coin du feu. Pour m'amuser, cependant que ma mère filait sans relâche, moi, je m'essayais à faire des cages d'osier, ayant pour tout outil mon couteau et une baguette de fer que je faisais rougir pour percer les trous des barreaux. L'hiver, on dit que c'est la bonne saison pour les riches, mais pour les pauvres, il ne va pas de même. D'ailleurs, il n'y avait pas de bonne saison pour eux. Ceux-là, qui ont besoin de gagner leur vie, sont encore plus malheureux lorsque le travail de terre manque. Ainsi sont dans les campagnes les pauvres mercenaires. Il leur faut chômer lorsqu'il pleut ou neige, et jeûner aussi souvent. Outre ça, l'hiver, c'est le temps où il ferait bon être bien habillé de bonnes bures épaisses ou de bons cadis bourrus pour se préserver du froid. Mais les pauvres gens sont obligés de passer les mois de gel avec leurs habillements d'été. Nous autres, dans cette baraque, où l'eau et la neige tombaient par le trou de la tuyée, où le vent s'engouffrait aussi, tuant quelquefois le châtel pendu au manteau de la cheminée, le chaldel, nous n'étions pas trop bien, comme on peut croire. Surtout que nos habillements, toujours les mêmes, usés, percés, n'étaient guère chauds. Aussi, quand vint le printemps et que les noisetiers sauvages fleurirent, leurs châteaux, et que les buis commencèrent à faire leurs petites marmites, il nous sembla renaître avec le soleil. Mais ce n'était pas le tout. Il fallait manger, et pour manger, gagner des sous. Ce qui fait la peine des uns arrange quelquefois les autres. Vers la mi-carême, la femme de Tapi tomba malade, de manière que son homme manda à ma mère d'y aller pour la soigner. Les drôles aussi, et tenir la maison. La pauvre femme resta au lit 1 mois et demi, et aussitôt qu'elle put se lever, quoique bien faible, il lui fallut reprendre son travail, car Tapi était un peu serré et même avare, de sorte que d'être obligé de payer une femme pour faire les affaires dans la maison, si peu que ce fût, alors qu'il en avait une à lui, ça le suffoquait, tellement bien qu'il en voulait à sa femme d'être malade, comme si c'eût été de sa faute, à la pauvre diablesse. Voilà donc ma mère encore une fois sans travail, de manière qu'au bout d'1 mois et demi, les quelques sous qu'elle avait amassés furent dépensés. Un jour vint où il n'y ait plus de pain chez nous, ni de pommes de terre. Les châtaignes, il y avait longtemps qu'elles étaient finies, de graisse plus. Nous faisions la soupe avec un peu d'huile rance, tant qu'il y en eut, dans un fond de sac. Seulement, il restait un peu de farine de blé d'Espagne. Ma mère la pétrit et en fit des miques qu'elle fit cuire en disant « Lorsqu'elles seront finies, il nous faudra prendre le bissac et chercher notre pain. » En attendant ça, je maudissais ce comte de Nanzac, qui était la cause de la mort de mon père aux galères et qui voulait nous faire crever de misère. En moi-même, je répétais ce que j'avais souvent ouï dire à ma mère, « Le bon Dieu n'est pas juste de souffrir ça. » Si j'avais eu le fusil de mon père, qu'au greffe il gardait, je crois que je me serais embusqué dans la forêt pour tuer, comme un loup, ce méchant noble, lorsqu'il passait à cheval avec ses chiens, l'air froid et méprisant, criant lorsqu'il rencontrait quelques paysans sur son chemin. « Gare, manant !» En ruminant toutes ces choses pénibles, affolé par la misère, je vins à penser que nous étions à la veille de la Saint-Jean. C'est la coutume
dans nos pays que ce jour-là, on allume un feu sur les carrefours ou carrefours, auprès des villages et des maisons écartées. Dans les bourgs, on en dresse un beau, recouvert de verdure et de feuillage, avec à la cime un bouquet de lys, de roses et d'herbes de la Saint-Jean qu'on s'arrache après. Comme autrefois, le druide célébrant la fête du solstice, à la tombée de la nuit, le curé vient bénir le feu en cérémonie. Ainsi faisait celui de Fanlac, de qui j'ai appris cela. Lorsque le feu tire à sa fin, ceux qui n'ont pu attraper le bouquet emportent des charbons pour garder la maison du tonnerre, après avoir sauté le brasier pour se préserver des clous. Autant que nous demeurions à Combes-Nègres, d'où l'on voyait au loin s'étager les coteaux et les puits, j'aimais à regarder, ce soir-là, ces milliers de feux qui brillaient dans l'ombre, sur une immense étendue de pays, jusqu'à l'extrémité de l'horizon, où le vacillement incertain de la flamme se percevait à peine, comme une étoile perdue dans les profondeurs du ciel. Sur les cimes, les feux, tirant à leur fin, quelquefois s'obscurcissaient un instant. Puis, ravivé par l'air, je jetais encore quelques clartés pour finir par s'éteindre, alors que d'autres, dans la vigueur de leur première flambée, montaient dans le ciel noir comme des langues de feu. De la tuyère, au milieu des bois, on ne pouvait pas apercevoir tous ces feux. Mais je ne m'en souciais guère, car sur le coup, j'avais pensé à cela, m'entra comme une balle dans la tête cette idée, mettre le feu à la forêt de l'Herme. De cet instant, je ne m'occupais d'autre chose. La nuit, j'en rêvais. Ce n'était pas la résolution perverse d'un enfant précocement méchant, faisant le mal pour le mal, par plaisir, non. À la guerre sans pitié du comte, je répondais par une guerre semblable. Ne pouvant le tuer, ce que j'aurais fait alors sans remords, je lui causais un grand dommage. Je tenais mon serment, je vengeais mon père. Cette pensée me faisait du bien. Tout ça n'était pas, à ce moment-là, aussi net dans ma tête que je le dis aujourd'hui, mais je le sentais tout de même. Le difficile était d'en venir à mes fins. J'y songeais tous les jours, cherchant les moyens, les pesant, les comparant, et finalement m'arrêtant au meilleur, c'est-à-dire à ce qui pourrait rendre l'incendie plus considérable. Le premier point, c'est qu'il fallait attendre un jour où il vent très fort. Le second, que le vent devait venir de l'est, du côté de Bars, pour ne pas brûler la forêt de la Grandval ni celle de Lac-Gendre, ce que je n'aurais voulu pour rien au monde, mais seulement celle de l'Herme. La troisième condition, c'est qu'il fallait allumer le feu à un endroit d'où il put gagner facilement tous les bois du comte de Nanzac, car de préparer plusieurs foyers, c'était appeler les soupçons. Mis à une seule place, ça passerait pour un accident. Enfin, le quatrième point, c'est qu'il fallait mettre le feu la nuit, afin que les secours ne vinssent pas arrêter l'incendie à son début. Pour un enfant de mon âge, tout ça n'était pas trop mal arrangé. Le malheur était que ce fut pour une mauvaise action, mais poussé au mal, je n'étais pas le seul coupable. Tandis que je ruminais ces choses dans ma tête, ma mère, ayant su qu'on avait besoin de faneuses au Cheylard, y alla le lendemain, me laissant seule pour tout le temps des fanaisons, car c'était trop loin pour revenir chaque soir. Elle se fâchait de ça, mais je la tranquillisais en l'assurant que je ne m'inquiétais point d'être seule. Si je lui avais dit la vérité, j'aurais dit que j'en étais content. Le premier jour, je l'accompagnai jusqu'au Cheylard, où, ayant demandé quelque peu d'argent d'avance sur ses journées, elle acheta chez le fournier de Rouffignac une tourte de pain que j'emportai. Mon plan était bien arrêté.
Je n'avais plus qu'à chercher un bon endroit et attendre le moment propice. Il y avait une différence de 3 ou 4 ans entre les coupes de la forêt de l'Herme et celles de la Grandval qui se jouxtaient. Les premières étaient bonnes à couper l'hiver prochain, de manière que la divise ou la limite était facile à trouver et à suivre, surtout avec les grosses bornes cornières qu'il y avait de distance en distance. Ayant bien considéré les choses, je me décidai pour une place où les bois de l'Herme entraient en coin dans les autres. Il y avait justement là un vieux fossé à moitié comblé. Je cavai un petit four dans le talus, comme ceux que font les enfants pour s'amuser. J'assemblai quelques brassées de broussailles dans le fossé, et je m'en revins sans avoir été vu de quiconque. Plusieurs jours se passèrent dans l'attente. Il faisait un soleil brûlant qui séchait sous bois les herbes et les brindilles, ce qui me réjouissait, en me faisant espérer une belle flambée. Mais point de vent. Pourtant, un matin, avec la lune, le temps changea. Et un fort vent d'est s'est mis à souffler, à mon grand contentement. Toute la journée, je trépignais impatient, et la nuit venue, j'emplis un vieux sabot de braise et de cendre, et le cachant sous ma veste, je m'encourus à travers les bois. Des nuages grisâtres filaient au ciel. Le temps était orageux, le vent soufflait chaud sous les taillis, courbant les fougères et la palène, ou herbes forestières, et balançant à grand bruit les têtes des baliveaux et des arbres de haute futée. Aussi, tout en galopant, je me disais, pourvu qu'il ne pleuve pas cette nuit. Lorsque j'arrivai à mon endroit, j'étais essoufflé et tout en sueur. Il pouvait être sur les 10 heures. Je retrouvai mon petit four en tâtonnant, et aussitôt, vidant mon sabot dedans, je bourrai d'herbes sèches et me mis à souffler sur les braises. L'herbe se flamba rapidement, j'y ajoutai quelques brindilles, et à mesure que le feu prenait, des petits morceaux de branches mortes. Après qu'il fut bien allumé, j'y jetai une brassée des broussailles sèches que j'avais amassées. Et incontinent, la flamme monta, gagnant le bois. Bientôt, sous l'action du vent, le taillis fut en feu, et je me sauvai comme j'étais venu, par les fourrés, en portant le sabot qui m'aurait dénoncé. Arrivé à la tuyère, les mains saignantes, les jambes éraflées par les ronces, je me couchai tout habillé, agité, inquiet, ne craignant qu'une seule chose, que le feu ne s'éteignît de lui-même, ou par l'orage qui ronflait au loin. Vers 1 heure, après minuit, j'entendis de grands bruits, et me levant, je sortis. Le tocsin sonnait au clocher d'alentour, et avec les tintements pressés et sinistres. Une immense lueur rouge ensanglantait les nuages qui s'enfuyaient emportés par le vent et éclairaient les coteaux. Des clameurs montaient des villages voisins de la forêt, l'Herme, Pris, les Foucaudis, la Lande, et aussi des bois. On entendait les cris des gens des Maraises, des Moraises, de la forêt Cabane, du lac Vieille, de la Grandval, qui couraient au secours. Alors je suis pris d'un grandissime désir de contempler mon ouvrage. Ayant laissé passer ces gens, je gagnai à travers les coupes un des endroits les plus élevés de la forêt où il y avait un grand hêtre sur lequel j'étais monté plus d'une fois. Et l'embrassant aussitôt, je me mis à grimper. À mesure que je montais, je découvrais le feu et arrivé au fait, l'incendie m'apparut dans toute son étendue. La forêt de l'Herme brûlait sur une demi-lieue de largeur, semblable à un grand lac de feu. Les taillis, desséchés par la chaleur, flambaient comme des sarments. Les grands baliveaux isolés, au milieu de l'incendie, résistaient plus longtemps, mais, enveloppés par les flammes, le pied miné, ils finissaient par tomber avec bruit dans l'énorme brasier où ils disparaissaient en soulevant des nuages d'étincelles. La fumée chassée par le vent découvrait ce flot qui s'avançait rapidement, dévorant tout sur son passage.
Les oiseaux, réveillés brusquement, s'élevaient en l'air et, ne sachant où aller dans les ténèbres, voletaient effarés au-dessus du foyer géant. Sur le sourd grondement de l'incendie, s'élevaient dans la nuit des pépillements du bois vert se tordant dans la flamme, les craquements des arbres chus dans l'amoncellement de charbons ardents et les voix des gens affolés travaillant à préserver leur blé mûr. Dans les clairières, des langues de feu s'allongeaient comme d'immenses serpents et s'arrêtaient finalement à la lisière des bois. Sur le seuil des maisons d'alentour, inondées d'une aveuglante lumière, des enfants en chemise regardaient tranquillement brûler la forêt du comte de Nanzac. Les lueurs de l'immense embrasement se projetaient au loin sur les collines, éclairant les villages de rougeur sinistre qui se reflétaient dans le ciel incendié. Plus près, au-dessus des maisons basses du village, les tours et les grands pignons du château de Lerme se dressaient comme une masse sombre où brillaient dans les vitres les reflets enflammés. Je reste là, à cheval, sur une grosse branche, jusqu'à la pointe du jour, suivant les progrès du feu, qui, sauf en quelques coins préservés par un bout de chemin, ne s'arrêta qu'après avoir dévoré toute la forêt, laissant après lui un vaste espace noir d'où s'élevaient des nuages de fumée. Alors, repu de vengeance, je descendis de mon arbre et m'en retournai à la tuyère, plein d'une joie sauvage. Merci à mon petit four. On crut que le feu avait été mis par des enfants s'amusant. Ils furent interrogés, tous ceux de par là, à tour de rôle, mais inutilement. Le comte de Nanzac en fut pour 600 ou 700 journaux de bois brûlé. Dès lors, il me sembla que je devenais un homme. L'orgueil de ma mauvaise action me grisait. Je mesurais ma force à son étendue, et je me complaisais dans le sentiment de ma haine satisfaite. De remords, je n'en avais pas l'ombre, pas plus que le sanglier qui se retourne sur le veneur, pas plus que la vipère qui mord le pied du paysan. Au contraire, la réussite de mon projet m'affriandait, jusqu'à me faire songer au moyen de me venger encore. Voilà. Eh bien, mes bons amis, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent printemps.